Jessie entendit frapper à la porte au moment même où il versait les restes de son café brûlé dans l'évier, la troisième tasse de la matinée, et toutes les trois imbuvables. Il s'essuya les mains sur son pantalon, traversa le salon où les journaux de la veille traînaient encore sur la table, et ouvrit la porte. Sur le porche se tenait une femme. Elle portait une robe marron foncé à manches longues. Ses cheveux étaient dissimulés sous un simple foulard. Dans ses mains, elle tenait une valise usée, recouverte de cuir terni. Ses yeux gris et calmes le fixaient sans l'ombre d'une timidité. Elle attendait, tout simplement. « Êtes-vous Jessie Cross ?» demanda-t-elle. Sa voix était égale, ni haute ni basse, dénuée d'intonation superflue. C'était comme si elle ne s'adressait pas à un inconnu au milieu de nulle part, mais à un marchand dans sa boutique pour savoir s'il avait de la farine en stock. « C'est moi, répondit-il en la dévisageant. « Et vous? Qui êtes-vous » ? « Nora Whitefield. Je viens pour l'annonce. Vous cherchiez une cuisinière. » Jessie fit une grimace. Il avait effectivement passé une annonce dans le journal de Whitehorn 2 semaines plus tôt, lorsqu'il avait finalement compris qu'il ne pouvait plus se nourrir de lard carbonisé et d'un café qui aurait pu servir de peinture pour les clôtures. Mais c'était il y a 2 semaines, et il avait déjà oublié. Personne n'avait répondu. Il avait conclu que personne ne répondrait jamais. « Vous êtes un peu en retard, » dit-il. « Je viens de loin, » répondit Nora. « L'annonce ne m'est parvenue que la semaine dernière. J'ai pris la diligence et je suis arrivé ici hier soir. J'ai passé la nuit à l'hôtel. Ce matin, j'ai demandé mon chemin. » Elle parlait comme si elle y énumérait une liste de tâches qu'elle avait accomplies. Sans excuses, sans supplication, simplement des faits. Jessie garda le silence, l'observant. La femme n'était ni jeune ni vieille, la trentaine peut-être, un peu plus. Son visage était sévère, sans maquillage, sa peau légèrement hâlée, ses mains fortes, aux ongles courts. Elle ne ressemblait pas à une demoiselle de la ville qui s'évanouirait à la vue du sang ou à l'odeur d'une porcherie. Mais elle ne ressemblait pas non plus à ces femmes qui travaillaient dans les saloons en quête d'une vie facile. « Savez-vous cuisiner ?» demanda-t-il enfin. « Oui. Et faire le ménage ? Aussi. Avez-vous des références ?» Nora posa sa valise sur le porche, fouilla dans la poche de sa robe et en sortit une feuille de papier pliée qu'elle lui tendit. Jessie déplia la lettre et parcourut les lignes. La signature était celle d'un certain Howard Fitzgerald, qui écrivait que Nora Whitefield avait travaillé pour lui comme intendante pendant 2 ans, qu'elle était honnête, travailleuse et n'avait jamais donné lieu à la moindre plainte. La ville était quelque part à l'est, au Kansas. « Pourquoi êtes-vous parti de là-bas » demanda Jessie en repliant la lettre. « La famille Fitzgerald a déménagé à Chicago » répondit Nora. « Ils m'ont proposé de les accompagner, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas vivre dans une grande ville. Et que vouliez-vous » Elle le fixa d'un long regard, qui n'était ni un défi ni une soumission, comme si elle évaluait s'il fallait répondre honnêtement ou si une formalité suffirait. « Je voulais travailler, » dit-elle, « et vivre là où ce n'est pas trop bruyant. » Jessie eut un petit rire. « Certainement pas bruyant, » dit-il. « Whitehorn est à 3 miles et le plus proche voisin à 5 miles à l'ouest. À part moi, il n'y a que des chevaux, des poules et des vaches. Parfois, les coyotes hurlent la nuit. Cela vous conviendrait ?»« Cela me conviendrait, » dit Nora. Elle parlait avec une telle assurance, comme si tout était déjà décidé. Jessie sentit une étrange irritation. D'habitude, c'était lui qui décidait d'embaucher quelqu'un ou de le renvoyer. Mais cette femme se tenait là, attendant, comme si elle savait qu'il dirait oui de toute façon. « Combien demandez-vous pour votre travail ?» demanda-t-il. « 20 $ par mois, » répondit Nora. « Le gîte et le couvert en plus. Je préparerai 3 repas par jour, je ferai le ménage et la lessive. Si autre chose est nécessaire, nous en discuterons séparément. » Jessie hocha la tête. Le prix était raisonnable, même bas pour une intendante en ville. Mais ici, loin de tout, peu de gens auraient accepté. « D'accord, » dit-il. « Vous pouvez rester. »
pour une période d'essai de 2 semaines. Si ça ne convient pas, vous partirez sans rancune. Entendu? Dit Nora. Elle souleva sa valise et entra dans la maison, sans même attendre d'y être invitée. Jessie resta un instant sur le porche, puis ferma la porte et la suivit. Sa maison était petite. Un salon avec une cheminée, une cuisine, 2 chambres et un débarras. Les planchers en bois grinçaient par endroits. Les murs étaient lambrissés et le plafond bas. Le mobilier était simple. Une table, des chaises, un lit, une armoire. Pas de rideaux, de tapis ou de décoration. Tout le nécessaire pour vivre et rien de superflu. Nora s'arrêta au milieu du salon et balaya la pièce d'un regard rapide. Jessie vit son regard noter la poussière sur la table, les cendres près de la cheminée, les assiettes sales sur le rebord de la fenêtre, le rideau déchiré. Mais elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête, comme pour se confirmer quelque chose. « Où vais-je loger ?» demanda-t-elle. « Dans la 2e chambre ?» dit Jessie en montrant une porte au fond du couloir. « Il y a un lit, une commode. Le linge de lit est dans l'armoire. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le. » Nora entra dans la chambre, posa sa valise et revint. « Puis-je commencer tout de suite ?» demanda-t-elle. Jessie cligna des yeux. « Commencer quoi ?»« À travailler. »« Je vais préparer le déjeuner. Avez-vous faim ?» Il allait dire non, mais son estomac le trahit par un gargouillement. Jessie se souvint n'avoir mangé qu'un morceau de pain rassis ce matin, avalé avec ce même café qu'il avait ensuite jeté. « J'ai faim, » admit-il. Nora hocha la tête et se dirigea vers la cuisine. Jessie la suivit, observant comment elle inspectait le poêle, regardait dans les placards, vérifiait les provisions. Son visage restait calme, mais Jessie vit le coin de sa lèvre tressaillir lorsqu'elle trouva un pot de Saint-Dourance et un sac de farine à humide. « Avez-vous des produits frais ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Dans la cave, pommes de terre, carottes, oignons. Dans le garde-manger, il y a de la viande séchée, un peu de lard. Les œufs sont dans le poulailler, mais les poules ne pendent pas beaucoup en ce moment. Le lait est dans le seau là, sur le porche. Je laiterai ce matin. » Nora sortit, apporta le seau de lait, puis descendit à la cave et revint avec un panier de légumes. Jessie s'assit sur une chaise près de la table et la regarda travailler. Ses mouvements étaient rapides, précis, sans agitation. Elle alluma le poêle, versa de l'équart dans une marmite en fonte, éplucha les pommes de terre, coupa les carottes et les oignons. Elle prit un morceau de viande séchée dans le garde-manger, le fit tremper dans l'eau et le coupa en petits morceaux. Tout cela ne prit pas plus de 20 minutes. « Ce sera bientôt prêt, » dit-elle en remuant le contenu de la marmite. « Dans une 40aine de minutes. » Jessie hocha la tête. « Je vais voir le bétail, » dit-il en se levant. « Appelez-moi quand ce sera prêt. » Il sortit de la maison et se dirigea vers l'enclos, où se trouvaient 3 vaches et 2 veaux. Jessie vérifia l'eau dans l'abreuvoir, ajouta du foin, inspecta la clôture. Une planche était fissurée, il faudrait la réparer. Puis il alla au poulailler, ramassa les 3 œufs que les poules avaient tout de même pondus et retourna vers la maison. L'odeur qui l'accueillit sur le seuil le fit s'arrêter. Ça sentait le ragoût de viande, les légumes, le pain frais et autre chose encore. Quelque chose de familier, de chaleureux, une odeur qu'il n'avait pas sentie depuis de nombreuses années. Jessie resta immobile, le panier d'œufs à la main, inspirant simplement ce parfum. « C'est prêt », appela Nora depuis la cuisine. Il entra. Sur la table, 2 assiettes de ragoût de viande et de légumes étaient servies, à côté d'une corbeille de pain, de beurre et de sel. Nora versa du lait dans des tasses et s'assit en face de lui. Jessie s'assit, prit sa cuillère et goûta. La viande, elle était tendre. Les légumes juteux, le bouillon épais et savoureux. Il prit une cuillerée, puis une 2e, une 3e, sans pouvoir s'arrêter. Quand son assiette fut vide, il prit un morceau de pain, le trempa dans le reste de bouillon et termina.
Nora mangeait en silence, sans le regarder. Quand elle eut fini, elle se leva, ramassa les assiettes et les porta à l'évier. « Merci, » dit Jessie. Elle se retourna, un sourcil levé par la surprise. « Pourquoi ?»« Pour le déjeuner. » Nora haussa les épaules. « C'est pour ça que je suis là, » dit-elle. Jessie voulut répondre quelque chose, mais ne trouva pas les mots. Il se leva, hocha la tête et sortit de la cuisine. Les premiers jours se déroulèrent dans le calme. Nora se levait tôt, avant l'aube, et lorsque Jessie descendait, des œufs au plat, du lard et du café frais l'attendaient déjà sur la table. Du vrai café, fort, chaud, sans goût de cendre. Jessie mangeait en silence. Nora ne parlait pas non plus. Elle débarrassait la vaisselle, puis s'attaquait au ménage ou à la lessive, tandis qu'il partait travailler. La ferme de Jessie n'était pas grande, mais elle exigeait une attention constante. Les vaches, les poules, le potager, la réparation des clôtures, la coupe du bois pour l'hiver. Le travail ne manquait pas, de l'eau bâchée au crépuscule. Il avait l'habitude de se débrouiller seul et au début, la présence de Nora dans la maison l'agaçait. Non pas qu'elle le dérangeât, au contraire, elle était presque invisible. C'est simplement qu'il n'était plus habitué à avoir quelqu'un d'autre dans la maison. Mais peu à peu, il commença à remarquer les changements. La maison devint plus propre. Les planchers ne craquaient plus sous une couche de saleté. Les fenêtres brillaient. La poussière avait disparu de toutes les surfaces. Le linge, qu'il ne lavait d'habitude qu'une fois par mois et de manière sommaire, séchait maintenant sur une corde derrière la maison, d'un blanc immaculé et sentant bon le savon. Dans la cheminée, le feu était toujours prêt à être allumé, et dans la cuisine, il y avait toujours de l'eau chaude. Et puis, il y avait la nourriture. Jessie ne comprenait pas comment elle parvenait à préparer de tels plats avec les maigres provisions qu'il avait. Un ragoût de haricots avec des morceaux de lard, des galettes de pommes de terre aux oignons, des tartes aux pommes qu'elle avait trouvées sur un vieux pommier derrière la grange. Il mangeait et sentait son corps réagir à chaque bouchée, comme s'il avait été affamé pendant tout ce temps, sans même s'en rendre compte. Pourtant, Nora restait tout aussi silencieuse. Elle ne posait pas de questions. Ne demandait pas pourquoi il vivait seul s'il avait une famille, d'où il venait. Elle ne s'intéressait pas à ses affaires, n'essayait pas d'engager la conversation. Elle travaillait, tout simplement, calmement, avec concentration, sans se plaindre. Jessie ne savait pas s'il devait s'en réjouir ou non. D'un côté, il était habitué au silence. Il n'aimait pas les bavardages futiles, les questions indiscrètes des gens qui se mêlaient de la vie des autres sans permission. Nora ne faisait rien de tout cela, et c'était confortable. De l'autre, il devenait curieux. Qui était-elle? Pourquoi était-elle venue ici, dans ce coin perdu où la ville la plus proche était à 3 miles, et le voisin le plus proche encore plus loin? Pourquoi n'avait-elle pas eu peur de rester seule avec un inconnu dans une maison où personne ne l'entendrait appeler à l'aide? Et pourquoi, diable, était-elle si calme? Il essayait de la déchiffrer à travers son visage, ses gestes, sa façon de se mouvoir, mais il ne comprenait rien. Nora était comme un livre fermé, impossible à ouvrir sans permission. Une semaine passa. Jessie se rendit compte qu'il pensait à elle plus souvent qu'il ne l'aurait dû. Le matin, en se réveillant, sa première pensée était « Est-elle déjà levée ?» La journée, en travaillant au champ, il se surprenait à se souvenir de l'odeur de la tarte qu'elle avait faite la veille. Le soir, en rentrant, il ralentissait le pas près du porche, tendant l'oreille pour capter les bruits de la maison. Le froufrou de sa robe, le cliquetis de la vaisselle, ses pas silencieux sur le plancher. C'était étrange et déplacé. Elle travaillait pour lui, il la payait. C'était une relation purement professionnelle, rien de plus. Il ne devait pas penser à elle de cette manière. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Un soir, alors qu'il dînait, Jessie décida de rompre le silence. « Cela fait longtemps que vous travaillez comme cuisinière ?» demanda-t-il. Nora leva les yeux sur lui. Ils étaient gris, avec des reflets verts.
et à la lumière de la lampe à pétrole, il paraissait presque argenté. « Quelques années, répondit-elle. Et avant cela, je travaillais à la ferme. J'aidais mes parents. Sont-ils en vie? Non. Elle dit cela sans émotion, constatant simplement un fait. Jessie hocha la tête, sans poser d'autres questions. Il savait ce que c'était de perdre ses parents. Il avait lui-même enterré son père 10 ans plus tôt, et sa mère bien avant. « Avez-vous des frères et sœurs » demanda-t-il. « J'avais un frère, » dit Nora. « Il est mort il y a 3 ans, de la fièvre. » Jessie se tut. Il sentait qu'il posait des questions trop personnelles. Mais il ne pouvait s'arrêter. Il voulait en savoir plus sur elle, sans comprendre pourquoi. « Et vous » demanda Nora à l'improviste. « Avez-vous une famille » Jessie sursauta. Non pas que la question fût inattendue, mais parce que c'était la première fois qu'elle lui adressait la parole d'elle-même. « Non, » répondit-il. « Personne. »« Vous n'avez jamais été marié ?»« Non. »« Pourquoi ?» Jessie la regarda. Sa question ne contenait ni curiosité ni jugement, seulement un simple intérêt, comme si elle lui demandait pourquoi il avait choisi cette ferme plutôt qu'une autre. « Je n'ai pas eu le temps, » dit-il. « D'abord, j'ai aidé mon père. Puis il est mort et j'ai dû m'occuper de tout seul. Ensuite, je me suis habitué à être seul. » Nora hocha la tête, comme si cette réponse la satisfaisait. « Ne vous sentez-vous jamais seul » demanda-t-elle. Jessie allait dire non, mais il s'arrêta. Car ce serait un mensonge. Il se sentait seul, tout le temps. Il ne se l'avouait tout simplement pas, car il ne savait pas quoi faire de ce sentiment. Le travail l'aidait à oublier, la fatigue à dormir, et le matin, tout recommençait. Il vivait ainsi depuis des années et pensait que ce serait toujours comme ça. Et puis, Nora était arrivée. Et il comprit qu'on ne ressent la solitude que lorsqu'on a un point de comparaison. « Si, parfois, » dit-il doucement. Nora le regarda longuement, et Jessie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il ne pouvait détacher son regard. Il ne pouvait bouger. Il restait simplement assis, à regarder cette femme qui était entrée dans sa maison 2 semaines plus tôt et avait tout changé. Nora fut la première à détourner les yeux. « Je vais faire la vaisselle », dit-elle en se levant. Jessie hocha la tête et sortit sur le porche. La nuit était chaude, les étoiles brillaient intensément, l'air sentait l'herbe sèche et une lointaine fumée. Il s'assit sur les marches, sortit sa pipe, la bourra de tabac et l'alluma. La fumée montait en volute, se dissolvant dans l'obscurité. Jessie pensait à Nora, à la façon dont elle coupait les légumes, rapide, précise, sans geste superflu, à la façon dont elle relevait ses cheveux sous son foulard le matin, d'un seul mouvement, sans se regarder dans un miroir, à la façon dont elle le regardait parfois, comme si elle voyait en lui quelque chose qu'il ne remarquait pas lui-même. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Ce n'était pas simplement de la gratitude pour la bonne nourriture et une maison propre. C'était autre chose, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, le désir d'être près d'elle, le désir de lui parler, d'entendre sa voix, de connaître ses pensées. Le désir... Jessie expira brusquement et éteignit sa pipe. C'était impossible. Elle travaillait pour lui. Elle lui avait fait confiance, était venue dans sa maison, et il n'avait pas le droit de penser à elle de cette manière. Il devait garder ses distances, se comporter en employeur, rien de plus. Mais quand il rentra et vit Nora, debout près de l'évier, les manches de sa robe retroussées, éclairées par la douce lumière de la lampe, il comprit qu'il n'y arriverait pas. Il ne pourrait pas garder ses distances. Il ne pourrait pas s'empêcher de penser à elle. Il ne pourrait pas s'arrêter. Et cela l'effrayait plus que tout ce qu'il avait connu dans sa vie. Nora fut réveillée par le grincement du plancher dans le couloir. Elle ouvrit les yeux et regarda la fenêtre. Il faisait encore sombre dehors. Seule une faible lueur commençait à poindre à l'est. Jessie était déjà levée. Elle resta immobile, écoutant ses allées et venues dans la maison. Ses pas étaient un thé lourd, mesurés. Il essayait manifestement de ne pas faire de bruit, mais les planches grinçaient quand même.
Puis la porte d'entrée claqua, et le silence revint. Nora se leva, jeta un châle sur ses épaules et s'approcha de la fenêtre. Dans la lumière grise de l'aube, elle vit sa silhouette. Il se dirigeait vers la grange, portant 2 seaux sur ses épaules. Des épaules larges, un dos droit, la démarche assurée d'un homme habitué au travail pénible. Elle le regardait en pensant qu'en 2 semaines, elle n'avait toujours pas compris qui il était. Jesse Cross était un homme de peu de mots. Il ne parlait pas de lui, ne posait pas de questions inutiles, n'essayait pas de combler le silence par des conversations. Il travaillait de l'aube au crépuscule, mangeait ce qu'elle préparait, la remerciait brièvement et se retirait soit sur le porche avec sa pipe, soit dans sa chambre. Une frontière tacite existait entre eux. Elle dans la cuisine et le salon, lui dans les champs et à l'étable. Ils ne se croisaient qu'à table, et même là, une distance subsistait. Mais, la veille au soir, quelque chose avait changé. Il lui avait posé des questions simples, ordinaires, sur sa famille, son passé. Et elle avait répondu, bien qu'elle ne aimât pas en parler. Puis il avait admis se sentir seul parfois, et Nora avait vu dans ses yeux ce qu'elle voyait dans le miroir chaque matin. La lassitude de devoir être forte en permanence. Elle s'éloigna de la fenêtre, se habilla et descendit à la cuisine. Elle alluma le poêle, mit de l'eau à chauffer pour le café, sortit la farine et les œufs. Pendant que le kéo bouillait, elle prépara une pâte à crêpes, coupa le lard en fines tranches, battit les œufs avec du lait. Le travail était routinier, ses mains bougeaient d'elles-mêmes, et Nora pouvait laisser ses pensées vagabonder. Elle pensait à la façon dont elle s'était retrouvée ici. Après la mort de son frère, elle était restée complètement seule. La maison avait dû être vendue pour payer les dettes. L'argent s'était rapidement épuisé et il avait fallu trouver du travail. Elle était allée de ville en ville, de maison en maison, gardant des enfants, faisant le ménage, cuisinant. Certains patrons étaient bons, d'autres non. Elle avait enduré, économisé, espérant un jour retrouver un foyer. Puis elle avait vu l'annonce dans le journal. Recherche cuisinière. Ferme à 3 miles de Whitehorn, propriétaire seul, $20 par mois, nourriture et logement. Propriétaire seul. Ces mots l'avaient fait réfléchir. D'ordinaire, les hommes n'engageaient pas de cuisinière. Ils se mariaient ou faisaient un appel à des parentes. Si un homme vivait seul et cherchait une cuisinière, c'est qu'il avait ses raisons. Nora savait que cela pouvait être dangereux. Se rendre chez un inconnu, rester seule avec lui en pleine nature. Mais elle était fatiguée. Fatiguée des villes, du bruit, de devoir sourire quand elle n'en avait pas envie et se taire quand elle voulait crier. Et elle avait pris le risque. Quand Jessie avait ouvert la porte la première fois, Nora avait tout de suite compris qu'il n'était pas de ceux qu'il fallait craindre. Grand, les épaules larges, les traits rudes et des cheveux sombres qui n'avaient manifestement pas vu de ciseaux depuis longtemps. Des yeux bruns profondément enfoncés, avec le regard lourd d'un homme habitué à voir le monde sans illusion. Des mains fortes, calleuses, couvertes de cicatrices. Il était vêtu simplement. Une chemise en grosse toile, un pantalon, des bretelles, des bottes usées et couvertes de boue. Mais surtout, il ne la regardait pas comme les autres hommes. Pas avec évaluation, pas avec intérêt. Il la regardait simplement, comme on regarde une personne venue pour affaires. Et cela l'avait rassurée plus que n'importe quel mot. Nora entendit des pas sur le porche et retourna vers le poêle. Jessie entra, secouant la boue de ses bottes, et se dirigea vers l'évier. Il se lava les mains, les essuya sur une serviette et s'assit à table. Elle posa devant lui une assiette de crêpes et de lard, et lui versa du café. « Merci, dit-il, comme toujours. » Nora s'assit en face, se servit du café et commença à manger. Ils restèrent silencieux, et ce silence était habituel, confortable. Mais Nora sentait qu'il lui était de plus en plus difficile de maintenir cette distance, parce qu'elle commençait à remarquer les détails. La façon dont il grimaçait en buvant d'un café trop chaud, la façon dont il s'essuyait la bouche du revers de la main sans regarder,
La façon dont il la regardait parfois, rapidement, à la dérobée, comme s'il craignait qu'elle ne le remarque. La façon dont sa voix devenait un peu plus douce quand il disait « Kotov 4 was ». Et puis, ses mains. Nora n'avait jamais prêté attention aux mains des hommes. Mais celles de Jessie étaient différentes. Fortes, robustes, avec de longs doigts et des veines saillantes. Quand il tenait une tasse, elle paraissait minuscule dans sa paume. Quand il réparait la clôture, elle voyait avec quelle facilité il enfonçait les clous, soulevait de lourdes planches, tordait du fil de fer. C'étaient monter des mains qui pouvaient panne protéger ou briser. Mais pour une raison quelconque, Nora était convaincue qu'il ne choisirait jamais la seconde option. « Je dois aller à Whitehorn », dit Jessie en terminant son café. « Acheter de la farine, du sel et d'autres choses. Avez-vous besoin de quelque chose ?» Nora leva les yeux vers lui. « Puis-je venir avec vous ?» demanda-t-elle. « Je choisirai moi-même les produits nécessaires pour la cuisine. » Jessie hésita, puis hocha la tête. « D'accord. Nous partons dans 1 heure. » Nora finit son petit déjeuner, fit la vaisselle et monta dans sa chambre. Elle enfila une robe de voyage, grise, à manches longues et col montant, mit un chapeau à large bord et prit un sac. Quand elle descendit, Jessie l'attendait déjà près du chariot attelé de 2 chevaux. Il l'aida à monter sur le siège, lui tendant la main, fermement mais avec précaution, comme s'il craignait de lui faire mal. Nora sentit la chaleur de sa paume à travers son gant et la retira rapidement. Jessie s'assit à côté, prit les rênes et fit avancer les chevaux. Le chariot roula sur la route, les roues cahotant sur les bosses, et Nora se cramponna au bord du siège pour ne pas tomber. La route vers Whitehorn traversait les prairies. Des champs infinis d'herbes sèches, des collines couvertes de buissons, des arbres solitaires tordus par le vent. Le ciel était haut, pâle, sans un seul nuage. L'air sentait la poussière et l'absinthe. « Comment vous plaisez-vous ici ?» demanda Jessie, sans quitter la route des yeux. « C'est calme, » répondit Nora. « Vous aimez le calme ?»« Oui. Et vous ?» Jessie hocha la tête. « J'ai grandi dans des endroits comme celui-ci. J'ai vécu ici toute ma vie. Je ne peux pas imaginer vivre là où il y a constamment du bruit et beaucoup de monde. »« Moi non plus, » dit Nora. « Quand la famille Fitzgerald m'a proposé d'aller à Chicago, j'y ai pensé. J'ai imaginé les rues, les foules, les maisons serrées les unes contre les autres. Et j'ai compris que j'y étoufferais. » Jessie se tourna vers elle, et une lueur de compréhension passa dans ses yeux. « Alors, vous n'avez pas fui quelque chose, mais vous êtes allé vers quelque chose, » dit-il. Nora réfléchit. Il avait raison. Elle ne fuyait pas de mauvais patrons ou un travail pénible. Elle cherchait un endroit où elle pourrait simplement être elle-même, sans faire semblant, sans sourire de force, sans s'adapter aux attentes des autres. « Oui, » dit-elle, « c'est exactement ça. » Ils se turent et firent le reste du trajet en silence. Mais ce silence était différent, pas tendu, mais paisible. Comme s'ils pensaient tous les deux à la même chose et n'avaient pas besoin de mots. Whitehorn les accueillit avec le bruit habituel d'une petite ville. Aboiements de chiens, claquements de sabots, voix des marchands sur le marché, grincement des enseignes au vent. Jessie arrêta le chariot près de la rue principale, aida Nora à descendre et désigna la boutique du menton. « Je vais à la forge, il faut que je commande de nouveaux fers pour les chevaux, » dit-il. « On se retrouve ici dans 1 heure. »« D'accord » dit Nora. Elle se dirigea vers la boutique et Jessie dans la direction opposée. Nora se retourna et le vit marcher dans la rue. Grance, le dos droit, son chapeau enfoncé sur les yeux, les mains dans les poches. Quelques femmes sur le porche de la maison voisine le suivirent du regard. L'une chuchota quelque chose à son amie, et les deux rirent. Nora sentit un étrange pincement au cœur. Elle se détourna et entra dans la boutique. À l'intérieur, ça sentait le savon, le tabac et les épices. Le propriétaire, un homme âgé aux moustaches grises, la salua et lui demanda ce qu'elle désirait. Nora énuméra. Farine, sel, sucre, beurre, œufs, haricots, café. Le propriétaire hochait la tête en rassemblant le tout dans un panier, puis demanda. «
Vous êtes nouvelle à Whitehorn, je ne me souviens pas de vous avoir vu. Je vis à la ferme de Jesse Cross, répondit Nora. Je travaille pour lui comme cuisinière. Le propriétaire haussa les sourcils de surprise. Chez Jesse? Tiens donc, je pensais qu'il finirait ses jours seul. C'est un bon gars, mais terriblement renfermé. Il vient rarement en ville, ne parle presque à personne. Mais c'est un travailleur, ça c'est sûr. Sa ferme est exemplaire. Nora hocha la tête, ne sachant que répondre. Le propriétaire continua. Vous travaillez pour lui depuis longtemps. 2 semaines. Et comment est-il? Il ne vous ennuie pas? Il ne vous fait pas d'avance? Nora releva brusquement la tête et le regarda. Il n'y avait aucune mauvaise intention dans ses yeux, seulement une inquiétude sincère. Non, dit-elle fermement. Il me traite avec respect. Il n'y a aucun problème. Le propriétaire hocha la tête, rassuré. Tant mieux. Je m'inquiétais, c'est tout. Une femme seule dans une maison avec un inconnu, c'est toujours un risque. Mais Jesse n'est pas comme ça, je le connais depuis longtemps. Son père était un homme bon, et le fils lui ressemble. Nora paya, prit son panier et sortit dans la rue. Le soleil était plus haut, il faisait plus chaud, et elle se protégea de la lumière avec son chapeau. Elle se promena dans la rue, regardant les vitrines, écoutant des bribes de conversation. Whitehorn était une ville typique de la frontière. Des maisons en bois, des rues poussiéreuses, des saloons, une forge, une église, à la périphérie. Rien de spécial, mais vivant, authentique. Quand l'heure fut écoulée, elle retourna au chariot. Jesse l'attendait déjà, adossé au rebord, fumant sa pipe. En la voyant, il se redressa, éteignit sa pipe et prit le panier de ses mains. « Vous avez trouvé tout ce qu'il fallait ?» demanda-t-il. « Oui. Et vous ? Moi aussi, les fers seront prêts dans 1 semaine. » Il l'aida à monter, plaça le panier à l'arrière et s'assit à côté d'elle. Il fit avancer les chevaux et ils repartirent. Nora regardait la route, les prairies infinies, le ciel qui semblait sans fin, et elle sentait qu'à chaque mile quelque chose changeait en elle. Elle était habituée à vivre seule, habituée à ne compter que sur elle-même, à n'attendre aucune aide, à ne dépendre de personne. Mais aux côtés de Jesse, elle se sentait en paix. Non pas parce qu'il la protégeait. Il ne savait même pas qu'elle avait besoin de protection, mais parce qu'il n'exigeait rien d'elle, si ce n'est que ce qu'elle pouvait donner. Il n'essayait pas de la changer, ne lui donnait pas de conseils, ne posait pas de questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Il était simplement là, et c'était suffisant. Quand ils revinrent à la ferme, Jesse déchargea le panier, mena les chevaux à l'enclos et alla voir les vaches. Nora rentra les provisions dans la cuisine et commença à préparer le déjeuner. Elle coupa la viande, la mit sur le poêle, éplucha les légumes. Le travail était routinier, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle songeait à ce qu'avait dit le propriétaire de la boutique. Côte 32, Nora comprenait ce que signifiait être renfermée. Elle l'était elle-même. Les gens prenaient souvent cela pour de la froideur, de l'hostilité, mais en réalité, c'était une protection, une façon d'empêcher les autres de faire du mal. Jesse était pareil, et Nora ne savait pas quoi faire de cela, car elle sentait que chaque jour, sa propre protection s'affaiblissait, qu'elle commençait à le remarquer plus qu'elle ne le devrait, que son regard s'attardait sur lui plus longtemps que nécessaire, que son cœur battait plus vite quand il entrait dans la pièce. C'était dangereux. Elle ne pouvait pas se permettre d'éprouver des sentiments pour lui. Elle travaillait ici, il était son patron, et une frontière devait subsister entre eux. Si elle la franchissait, tout s'effondrerait. Elle perdrait son travail, sa maison, la paix qu'elle avait si difficilement trouvée. Mais quand Jesse entra dans la cuisine, s'assit à table et la regarda avec ce même regard, lourd, pensif, plein de mots, non dits, Nora comprit qu'il était déjà trop tard. La frontière avait été franchie. Et maintenant, il ne lui restait plus qu'à espérer qu'il ne le remarquerait pas. Mais il l'avait remarqué. Elle le voyait dans la façon dont il la regardait, dans la façon dont sa voix s'adoucissait quand il lui parlait, dans la façon dont il s'attardait dans la cuisine, plus longtemps que nécessaire,
comme s'il cherchait un prétexte pour rester. Et cela l'effrayait, parce qu'elle ne savait pas ce qui allait se passer, et elle n'était pas sûre d'être prête à le découvrir. C'était le 3e soir sans pluie, et la terre était si sèche qu'elle se fissurait sous les pieds. Jessie se tenait près du puits, en roulant la corde sur le treuil, et regardait l'horizon. Le ciel était clair, sans le moindre nuage. Si la sécheresse durait une semaine de plus, il faudrait économiser l'eau, ce qui causerait des problèmes pour le bétail et le potager. Il essuya la sueur de son front avec la manche de sa chemise et hissa le seau. L'eau clapotait lourdement, froide, avec une odeur de pierre et d'argile. Jessie en puisa une louche, but d'un trait et sentit la fraîcheur se répandre dans sa poitrine. « Jessie !» Il se retourna. Nora se tenait sur le porche, s'essuyant les mains sur son tablier. Ses cheveux étaient en désordre, quelques mèches s'échappant de son foulard pour tomber sur son cou. Son visage était rouge à cause de la chaleur du fourneau. « Le dîner est prêt, » dit-elle. Jessie hocha la tête, posa le seau et se dirigea vers la maison. En chemin, il retira son chapeau, l'accrocha à un clou près de la porte et entra. Dans la cuisine, une odeur de viande rôtie et d'oignons flottait. Sur la table, des assiettes de purée de pommes de terre, de bœuf braisé et de pain étaient servies. Nora versa de l'eau dans une carafe et s'assit en face de lui. Ils mangèrent en silence, comme toujours. Jessie s'efforçait de ne pas la regarder trop souvent, mais son regard revenait sans cesse vers elle. Il remarquait chaque détail. Comment elle tenait sa fourchette, comment elle mordait dans son pain, comment elle fronçait le nez en goûtant quelque chose de trop chaud. Il aimait la regarder. Et c'était mal, mais il ne pouvait s'en empêcher. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée. La période d'essai était terminée depuis longtemps, mais ni lui ni elle n'en avaient parlé. Nora continuait de travailler, il continuait de la payer chaque semaine. Il mettait l'argent dans une enveloppe et la laissait sur la table de la cuisine. Elle prenait l'enveloppe sans un mot et la rangeait quelque part dans sa chambre. Tout était correct, conforme à leur accord. Mais quelque chose avait changé. Jessie ne pouvait pas le définir précisément, mais il sentait l'air entre eux s'épaissir de jour en jour. Le silence se chargeait de sens. Les regards échangés duraient plus longtemps qu'ils ne le devraient. Sa présence dans la maison changeait tout. Même quand elle n'était pas dans la pièce, il savait où elle était, c'est ce qu'elle faisait. Et cette connaissance l'apaisait plus que toute autre chose. « Il y aura un orage ce soir », dit-il en finissant ses pommes de terre. Nora leva les yeux vers lui. « Comment le savez-vous ? Le ciel est clair. Le vent a changé. Vous sentez ? Il souffle du nord, et ça annonce toujours la pluie. Ça commencera vers la nuit. » Nora tendit l'oreille. Jessie avait raison. Le vent avait effectivement changé. Il était devenu plus frais, plus humide, avec une odeur d'eau sale lointaine. « C'est bien que vous m'ayez prévenu, » dit-elle. « Je vais rentrer le linge. » Jessie hocha la tête et se leva. Nora commença à débarrasser la vaisselle, et il sortit sur le porche. Le soleil déclinait à l'horizon, colorant le ciel d'orange et de rose. Le vent agitait l'herbe des prairies, et au loin, des oiseaux criaient, se hâtant de trouver un abri avant la tempête. Jessie se dirigea vers la grange, vérifia que toutes les portes au bétail étaient fermées, rentra les vaches dans l'enclos et couvrit les mangeoires d'une bâche. Quand il revint vers la maison, Nora était déjà en train de décrocher le linge. Elle pliait les draps, les chemises et les serviettes dans un grand panier. Il s'approcha et l'aida, décrochant le dernier drap, le secouant et le lui tendant. Leurs doigts s'effleurèrent un instant. Nora sursauta comme si elle s'était brûlée et retira vivement sa main. Jessie resta figée, tenant toujours le drap. Il la regardait tandis qu'elle regardait ailleurs, ses joues rosissant. Il ne savait pas si c'était par gêne ou parce qu'elle avait ressenti la même chose que lui. « Merci », dit Nora doucement en prenant le drap et en le posant dans le panier. Elle souleva le panier et se dirigea vers la maison. Jessie la regarda s'éloigner, son dos droit,
ses cheveux clairs, flottant au vent, l'ourlet de sa robe frôlant le sol. Et il sentit quelque chose se serrer si fort dans sa poitrine qu'il eut du mal à respirer. Il ne pouvait plus prétendre qu'il ne se passait rien. Il tombait amoureux d'elle. Peut-être l'était-il déjà. Il ne savait pas quand c'était arrivé. Le premier jour, quand elle était apparue sur son porche avec sa valise, ou plus tard, quand il avait vu son sourire pour la première fois. Un sourire bref et timide qui avait illuminé son visage lorsqu'il avait complimenté sa tarte. Ou peut-être que cela s'était produit progressivement, jour après jour, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Mais que pouvait-il faire? Elle travaillait pour lui. Elle lui avait fait confiance, et il ne pouvait pas trahir cette confiance en lui, avouant ses sentiments. Et si elle prenait peur? Et si elle partait? Il ne le supporterait pas. Mieux valait se taire, tout garder pour soi et simplement être là, plutôt que de risquer de la perdre à jamais. Jessie rentra dans la maison. Nora était dans la cuisine, pliant le linge sur la table. Il voulut dire quelque chose, mais ne trouva pas les mots. Au lieu de cela, il alla dans sa chambre, ferma la porte et s'assit sur son lit. Il resta dans l'obscurité, écoutant les allées et venues de Nora. Ses pas, sa respiration discrète, le grincement du plancher sous ses pieds. Et il pensait que tout cela finirait un jour. Elle trouverait un autre travail, partirait, et il se retrouverait à nouveau seul. Et alors, cette maison deviendrait si vide qu'il ne pourrait plus y vivre. L'orage éclata vers minuit. D'abord un grondement lointain, puis le vent se renforça, faisant claquer les volets et sifflant dans les interstices. Les premières gouttes de pluie frappèrent dans le toit, rares, lourdes comme des pierres. Et puis le déluge se déchaîna. Jessie était allongée, écoutant le bruit de l'averse. L'eau martelait le toit, ruisselait des gouttières, se déversait sur le sol. Des éclairs illuminèrent la pièce par intermittence, et le tonnerre grondait si fort que les murs tremblaient. Il entendit frapper à sa porte, et il s'assit sur son lit, tendant l'oreille. De nouveau, des coups, légers, hésitants. « Jessie » appela Nora. Il se leva d'un bond et ouvrit la porte. Nora se tenait dans le couloir en chemise de nuit, un châle sur les épaules. Ses cheveux étaient dénoués, son visage pâle. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Le toit, dit-elle. Il fuit dans ma chambre. L'eau tombe directement sur mon lit. » Jessie jura entre ses dents et la suivit. Dans la chambre de Nora, il y avait effectivement une fuite. L'eau s'infiltrait par une fente dans le plafond et gouttait sur l'oreiller. Le lit était déjà trempé. « Zut !» dit Jessie. « Je pensais avoir réparé cette fissure au printemps. » Il s'approcha, inspecta le plafond. Le trou était petit, mais la pluie était si forte que l'IA coulait à flot. Il fallait mettre quelque chose dessous. « Attendez ici, dit-il. » Jessie sortit et revint avec une bassine et des chiffons. Il plaça la bassine sous le filet d'eau, essuya le lit, mais le matelas était irrécupérable. « Vous ne pourrez pas dormir ici, dit-il, et il faudra passer la nuit dans le salon. » Sur le canapé, Nora hocha la tête. Jessie apporta des couvertures sèches, les disposa sur le canapé, ajouta un oreiller. Nora s'assit, s'enveloppa dans son châle et le regarda. « Excusez-moi de vous avoir dérangé, » dit-elle. « Il n'y a pas de quoi s'excuser, » répondit Jessie. « C'est de ma faute. J'aurais dû vérifier le toit avant la saison des pluies. » Il allait partir, mais il s'attarda. Nora était assise sur le canapé, petite, fragile, à la lueur des éclairs. Et il ne pouvait se résoudre à la laisser seule. « Avez-vous peur de l'orage » demanda-t-il. Nora secoua la tête. « Non, je n'aime simplement pas quand tout est si bruyant. » Jessie comprit ce qu'elle voulait dire. Lui non plus n'aimait pas les bruits forts, les coups de feu, le tonnerre, les cris. Il lui rappelait des choses qu'il préférait oublier. « Voulez-vous que je reste » demanda-t-il. «
Je peux m'asseoir ici jusqu'à ce que l'orage se calme. » Nora le regarda longuement, et Jesse vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, de la gratitude, du soulagement, et autre chose, quelque chose de chaud, de doux, qui fit battre son cœur plus vite. « J'aimerais bien, » dit-elle doucement. Jesse s'assit dans le fauteuil en face du canapé. Ils restèrent nés dans l'obscurité, éclairés seulement par les éclairs, écoutant le bruit de la pluie. Le tonnerre s'apaisa peu à peu, l'orage s'éloignait, mais Jesse ne partit pas. Il regardait Nora et pensait à quel point il serait facile de s'approcher, de s'asseoir à côté d'elle, de la prendre dans ses bras. Mais il ne pouvait pas. Il n'en avait pas le droit. « Jesse » appela Nora. « Oui ? Pourquoi vivez-vous seul ?» Il se figea. Il avait entendu cette question de nombreuses fois, de la part de voisins, de connaissances en ville, même de voyageurs de passage. D'habitude, il répondait brièvement, plaisantait ou ne répondait pas du tout. Mais maintenant, dans l'obscurité, au son de la pluie, il sentit qu'il pouvait dire la vérité. « Parce que c'est plus simple, dit-il. Quand on vit seul, on n'a de comptes à rendre à personne. On n'a pas à craindre que quelqu'un parte ou meure, et de rester avec cette douleur. » Nora se tut, et Jesse continua. « J'ai vu mon père perdre ma mère. Elle est morte de la fièvre quand j'avais 10 ans. Il a vécu 15 ans de plus, mais en réalité, il est mort le même jour qu'elle. Son corps continuait de bouger, de travailler, de respirer, mais à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Il ne faisait qu'exister. Et je me suis dit alors que je ne voulais jamais vivre comme ça, ne jamais aimer à ce point, pour ensuite mourir avec celui qu'on a perdu. » Il se tut, et le silence emplit la pièce. Jesse attendait que Nora dise quelque chose, mais elle restait silencieuse. Il pensa qu'elle s'était peut-être endormie, mais il entendit alors sa voix, douce, mais ferme. « Je vous comprends, je pensais la même chose. » Jesse releva la tête. « Vous pensiez ? » ?»« Oui, après la mort de mon frère, j'ai décidé de ne plus jamais m'attacher à personne, de vivre seul, de travailler, d'économiser et de ne dépendre de personne. Parce que quand on perd les gens qu'on aime, quelque chose se brise à l'intérieur, et on pense que ça ne se réparera jamais. » Jesse la regardait à travers l'obscurité. Il ne voyait que sa silhouette, mais c'était suffisant. « Mais ?» demanda-t-il. Nora soupira. « Mais j'ai compris que vivre ainsi, ce n'est pas vivre. C'est juste une façon de mourir lentement, sans s'en rendre compte. Parce que sans les autres, sans attachement, sans sentiment, nous ne vivons pas. Nous ne faisons que exister. » Jesse sentit les mots de Nora pénétrer au plus profond de lui, dans cet endroit qu'il cachait à tous, même à lui-même. Elle avait raison, il existait. Pendant des années, il n'avait fait qu'exister, par peur de vivre vraiment. « Et vous avez réussi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « À vous attacher de nouveau ?» Nora ne répondit pas tout de suite. Elle le regardait à travers l'obscurité, et Jesse ne pouvait distinguer l'expression de son visage. Mais il sentait l'air entre eux se charger de quelque chose d'important, de non dit. « Je ne sais pas, » dit-elle enfin. « Parfois, j'ai l'impression que oui, et parfois que j'ai encore peur. » « De quoi avez-vous peur ? » ?»« De la même chose que vous, de perdre à nouveau, de rester seul, de comprendre que tout ce que je ressens est mal ou n'a pas d'importance. » Jesse se leva de son fauteuil. Il s'approcha du canapé et s'agenouilla devant Nora pour que leurs visages soient au même niveau. Il vit ses yeux, gris, grands ouverts, remplis de la même peur que la sienne. « Nora, dit-il, ce que vous ressentez a de l'importance, toujours. » Elle le regardait, et il voyait ses lèvres trembler. Sa poitrine se soulève et s'abaisser rapidement. Jesse tendit la main, lentement, lui laissant le temps de reculer, et toucha sa joue. Sa peau était chaude, douce. Nora se figea, mais ne recula pas. « Je ne devrais pas dire ça, » murmura Jesse, « mais je ne peux plus me taire.
Je pense à vous chaque jour, chaque minute, et je ne sais pas quoi faire de tout ça. » Nora ferma les yeux, et une larme coula sur sa joue. Jessie l'essuya de son pouce, et Nora ouvrit les yeux. Il n'y avait plus de peur en eux, seulement la même douleur, le même espoir que dans son propre cœur. « Je pense à vous aussi, » murmura-t-elle. « Et ça m'effraie plus que tout au monde. » Jessie se pencha plus près. Leurs visages étaient si proches qu'il sentait son souffle. Encore un peu, et leurs lèvres se toucheraient. Mais il s'arrêta, attendant, lui laissant le choix. Nora le fit pour lui. Elle se pencha en avant et l'embrassa. C'était un baiser bref et prudent, comme un effleurement, comme une question. Jessie se figea, craignant de bouger, de briser cet instant. Mais ensuite, il répondit, lentement, tendrement, mettant dans ce baisse-doute ce qu'il ne pouvait dire avec des mots. Quand ils se séparèrent, Nora appuya son front contre le sien, et ils restèrent ainsi, immobiles, respirant simplement à l'unisson. « Et maintenant ?» murmura Nora. Jessie ne connaissait pas la réponse. Il ne savait pas ce qui se passerait demain, dans une semaine, dans un mois. Mais il savait une chose. Il ne voulait plus vivre dans la peur, ne plus se cacher des sentiments qui le rendaient vivant. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement, « mais nous trouverons une solution, ensemble. » Nora hocha la tête, et Jessie vit un faible sourire apparaître sur son visage, le premier vrai sourire qu'il voyait depuis son arrivée. L'orage était terminé. La pluie s'était calmée. Seules quelques gouttes rares frappaient encore le toit. Jessie se leva, mais avant de partir, il prit la main de Nora et la serra. « Bonne nuit, » dit-il. « Bonne nuit, » répondit-elle. Il retourna dans sa chambre, ferma la porte et s'allongea. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Il toucha ses lèvres de ses doigts et sentait encore son goût, salé par les larmes, sucré par l'espoir. Jessie ferma les yeux et s'autorisa à sourire. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur du lendemain. Le matin après l'orage fut frais. Nora se réveilla sur le canapé du salon couverte d'une couverture, et sa première pensée fut que la veille au soir était bien réelle, et non un rêve. Elle toucha ses lèvres de ses doigts et ferma les yeux, se remémorant son baiser, sa main sur sa joue, sa voix quand il avait dit qu'il pensait à elle chaque jour. Elle ne savait pas quoi faire maintenant. Toute sa vie, Nora avait gardé les gens à distance, ne leur permettant pas de s'approcher de trop près. C'était le seul moyen de se protéger de la douleur. Mais la veille, elle avait franchi une ligne. Elle avait avoué ses sentiments, l'avait embrassé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Nora se leva, plia la couverture et se rendit à la cuisine. Jessie était déjà là, debout près de la fenêtre, une tasse à la main, regardant la cour. En entendant ses pas, il se retourna. Leurs regards se croisèrent. Jessie ne sourit pas, mais il y avait dans ses yeux quelque chose de chaud, de doux, qui n'y était pas auparavant. Il posa sa tasse sur la table et fit un pas vers elle, mais s'arrêta à mi-chemin, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de s'approcher davantage. « Bonjour, » dit-il. « Bonjour, » répondit Nora. Un silence gêné s'installa entre eux, rempli de mots non dits. Nora ne savait pas par où commencer, et Jessie non plus, apparemment. Et il se tenait là, les mains dans les poches, la regardant comme s'il essayait de lire ses pensées. « J'ai vérifié votre chambre, » dit-il enfin. « L'eau ne goûte plus, mais le matelas est encore humide. Il faudra le faire sécher au soleil toute la journée. Vous pouvez dormir sur le canapé ce soir, et demain je réparerai le toit. Tout rentrera dans l'ordre. » Nora hocha la tête. « Merci. » Jessie hocha la tête à son tour, mais ne partit pas. Il restait là à la regarder, et Nora voyait qu'il luttait avec lui-même, voulant dire quelque chose, mais n'osant pas. « Jessie » appela-t-elle doucement. Il releva la tête. « À propos d'hier soir, » commença Nora, « je ne veux pas qu'un malaise s'installe entre nous. Si vous pensez que j'ai dépassé les bornes,
Alors Non, l'interrompit Jessie. Vous n'avez rien dépassé. C'est moi. Je n'aurais pas dû dire ça. Vous travaillez ici, et je n'avais pas le droit de vous mettre dans une position inconfortable. Nora fit un pas en avant. Vous ne m'avez pas mise dans une position inconfortable, dit-elle. J'ai fait mon propre choix. C'est moi qui vous ai embrassé, vous vous souvenez? Jessie expira, et un sourire fugace mais sincère apparut sur son visage. Je me souviens, dit-il, et je suis heureux que vous l'ayez fait. Nora sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle voulait s'approcher de lui, toucher sa main, mais la peur la retenait encore. C'était trop rapide, trop intense. Ils avaient été besoin de temps pour comprendre ce qui se passait entre eux et ne pas détruire ce lien fragile qui venait de naître. Alors, ne faisons pas de cela un problème, dit-elle. Continuons simplement à vivre et voyons ce qui se passera. Jessie hocha la tête, et Nora vit le soulagement dans ses yeux. Entendu, dit-il. Il prit son chapeau sur le crochet et se dirigea vers la porte. Je serai dans le champ du fond à réparer la clôture, dit-il. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. D'accord, répondit Nora. Il sortit, et elle resta seule. Nora s'appuya contre la table et se couvrit le visage de ses mains. Son cœur battait trop vite. Sa poitrine était oppressée par un mélange de joie et de peur. Elle ne savait pas si elle avait bien agi, mais elle savait une chose. Elle ne voulait plus faire marche arrière. La journée se déroula comme d'habitude, mais tout semblait différent. Nora prépara le déjeuner, fit la lessive, nettoya, mais ses pensées revenaient constamment à Jessie. Elle se surprenait à tendre l'oreille aux bruits extérieurs, à attendre son retour, à imaginer comment il entrerait, enlèverait son chapeau, s'assiérait à table, comment il la regarderait, comment il dirait « merci ». Quand il revint pour le déjeuner, un silence s'installa de nouveau entre eux, mais il était différent cette fois-ci. Non pas tendu, mais rempli de quelque chose de chaleureux, presque tangible. Ils mangèrent sans se regarder. Mais Nora sentait son regard sur elle, et cela la faisait rougir. Après le déjeuner, Jessie s'attarda dans la cuisine plus longtemps que d'habitude. Il l'aida à débarrasser la table, essuya les assiettes, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Nora travaillait à ses côtés. Leurs mains s'effleuraient parfois, et chaque contact provoquait un frisson en elle. « Savez-vous comment monter sur le toit ?» demanda Jessie en accrochant le torchon. Nora se tourna vers lui. « Non. Pourquoi ? Je voulais réparer le toit d'aujourd'hui tant qu'il fait jour. Il faut boucher la fissure pour que ça ne coule plus. Pouvez-vous m'aider ? J'aurais besoin de quelqu'un pour me passer les outils. » Nora hocha la tête. « Bien sûr !» Ils sortirent. Jessie apporta une échelle, l'appuya contre la maison et grimpa, emportant un marteau, des clous et quelques planches. Nora resta en bas, tenant l'échelle pour qu'elle ne vacille pas. « Passez-moi le marteau !» appela Jessie d'en haut. Nora prit le marteau et commença à monter. En grimpant, elle se sentit prise de vertige. La hauteur était considérable, et les barreaux de l'échelle grinçaient sous son poids. Mais elle atteignit le bord du toit et tendit le marteau à Jessie. « Merci », dit-il en prenant l'outil et en se mettant au travail. Nora voulut redescendre, mais Jessie l'arrêta. « Attendez, j'aurai besoin des clous tout de suite. » Elle resta sur l'échelle, se tenant au bord du toit. Jessie travaillait vite, avec précision, arrachant la vieille planche, en plaçant une nouvelle, la clouant. Nora le regardait et pensait à quel point il était fort. Ses mains bougeaient avec assurance, sans geste superflu. Ses muscles se tendaient sous sa chemise, la sueur perlait sur son front. « Vous réparez souvent le toit ?» demanda-t-elle. Jessie sourit sans quitter son travail des yeux. « Plus souvent que je ne le voudrais. Cette maison est vieille. Mon père l'a construite avant ma naissance. Chaque année, quelque chose se casse et il faut réparer. Mais je ne me plains pas. C'est la maison où j'ai grandi et je ne veux pas la perdre. » Nora hocha la tête.
Elle comprenait ce que signifiait une maison, un endroit où l'on se sent en sécurité, où l'on connaît chaque recoin, chaque lame de plancher. Elle avait perdu la sienne il y a 3 ans et en cherchait une nouvelle depuis. Et il lui semblait qu'elle l'avait trouvée ici. « Passez-moi un autre clou », demanda Jessie. Nora lui tendit le clou, et leurs doigts s'effleurèrent à nouveau. Cette fois, aucun d'eux ne se retira. Jessie la regarda, et Nora vit dans ses yeux le même désir qu'elle ressentait, le désir d'être plus proche, de toucher, de ne pas lâcher. Mais il détourna le regard et continua son travail. Quand le toit fut réparé, Jessie descendit de l'échelle, et Nora le suivit. Il rangea l'échelle dans la grange, essuya la sueur de son front et regarda le ciel. « Il fera bientôt nuit, dit-il. Je vais voir le bétail, puis je reviens pour le dîner. » Nora hocha la tête et rentra dans la maison. Le soir, alors que le dîner était presque prêt, Nora réalisa soudain qu'elle n'avait plus de sel. Elle regarda dans le garde-manger, vérifia toutes les étagères, mais le bocal était vide. Elle se souvint avoir vu de grands sacs de sel à bon prix chez le marchand de Whitehorn. Jessie était encore à l'étable. Nora jeta un châle sur ses épaules, prit un panier et sortit. La ville était à 3 miles. Si elle marchait d'un bon pas, elle pourrait être de retour avant la nuit noire. La boutique fermait tard. Le propriétaire le lui avait dit la dernière fois. Elle avait parcouru la moitié du chemin quand elle comprit qu'elle avait agi de manière imprudente. Le soleil était déjà couché, et le crépuscule tombait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. La route était déserte, entourée uniquement de prairies et de quelques buissons. Nora accéléra le pas, serrant son panier contre sa poitrine. Mais quand elle arriva à Whitehorn, la boutique était fermée. Le propriétaire avait apparemment fini sa journée plus tôt. Nora resta devant la porte verrouillée, sentant l'inquiétude grandir. Rentrer dans l'obscurité était dangereux, mais elle ne voulait pas non plus rester en ville. Elle n'avait pas d'argent pour l'hôtel, et elle n'avait pas l'habitude de demander de l'aide à des inconnus. Elle fit demi-tour et se dirigea vers la route. La nuit tombait rapidement, et bientôt il fit complètement noir. Nora marchait, trébuchant sur les pierres, scrutant l'obscurité. Elle se doutait que Jessie était probablement rentrée et avait découvert son absence. Que penserait-il? Qu'elle était partie, qu'elle l'avait abandonnée. Cette pensée lui fit mal. Elle voulait rentrer au plus vite, tout expliquer, voir son visage. Mais la route semblait interminable, et à chaque pas, sa peur grandissait. Jessie rentra à la maison, quand la nuit fut complètement tombée. Il entra dans la cuisine et se figea. La table était mise, une marmite avec une soupe à moitié cuite était sur le poêle. Mais Nora n'était pas là. Il traversa le salon, vide. Il jeta un œil dans sa chambre. Le lit était fait au carré. Sa valise était à sa place. Mais elle n'y était pas. « Nora » appela-t-il. Silence. Jessie sortit sur le porche, scruta la cour, cria de nouveau. Aucune réponse. Il retourna dans la maison, vérifia à nouveau toutes les pièces, regarda dans la cave, dans la grange. Elle n'était nulle part. Son cœur s'accéléra. Où avait-elle pu aller? Pourquoi ne l'avait-elle pas prévenue? Lui était-il arrivé quelque chose? Jessie retourna dans la cuisine et s'assit, essayant de se calmer et de réfléchir. Peut-être était-elle simplement sortie prendre l'air, ou voir les poules. Mais plus d'1 heure s'était écoulée depuis qu'il était parti à l'étable, et elle n'était pas revenue. Il se leva et se mit à arpenter la pièce. Les pensées s'entrechoquaient, plus effrayantes que les unes que les autres. Peut-être avait-elle changé d'avis, peut-être avait-elle eu peur de ce qui se passait entre eux et avait décidé de partir. Peut-être était-elle en ce moment même sur la route de Whitehorn pour prendre la diligence et s'en aller pour toujours. Jessie sentit un froid glacial lui serrer la poitrine. La maison devint soudainement vide. Pas seulement vide, sans vie, froide, étrangère. Il regarda la cuisine. La table où ils s'asseyaient ensemble, le poêle où elle cuisinait, la fenêtre par laquelle elle regardait le matin. Tout était là, mais sans elle, rien n'avait de sens.
Il comprit que le vide n'était pas dans la maison. Le vide était en lui. Jesse se rassit et prit sa tête entre ses mains. Comment était-ce arrivé si vite? Comment avait-il pu s'attacher à elle si fort en si peu de temps? 3 semaines. Seulement 3 semaines. Et il ne pouvait déjà plus imaginer sa vie sans elle. Sans sa présence, sans sa voix, sans son regard. Si elle était partie, il ne le supporterait pas. Il se leva, attrapa sa veste et son chapeau. Il fallait aller la chercher. Peut-être était-elle encore quelque part près d'ici. Peut-être s'était-elle perdue dans le noir. Ou peut-être lui était-il arrivé quelque chose et qu'elle avait besoin d'aide. Jesse sortit sur le porche, scrutant l'obscurité. Et c'est alors qu'il aperçut une silhouette lointaine sur la route. Quelqu'un marchait lentement vers la maison. Il dévala les marches et courut à sa rencontre. « Nora !» Elle releva la tête et il vit son visage, fatigué, effrayé, mais vivant. « Jessie !» souffla-t-elle. Il courut jusqu'à elle, la saisit par les épaules, l'inspectant pour voir si elle était blessée, si tout allait bien. « Où étais-tu » demanda-t-il, la voix tremblante. « Je pensais que tu étais partie. » Nora secoua la tête. « Je suis allée à Whitehorn pour du sel. Je ne pensais pas rentrer si tard. La boutique était fermée et j'ai dû rentrer dans le noir. Pardonne-moi, j'aurais dû te prévenir. » Jessie la serra contre lui, si fort qu'elle eut un hoquet de surprise. « Ne refais plus jamais ça, murmura-t-il dans ses cheveux. Jamais. J'ai failli devenir fou. » Nora le serra en retour, et il la sentit trembler, de froid ou de fatigue. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas t'effrayer. » Jessie s'écarta, prit son visage entre ses mains et la regarda dans les yeux. « Quand tu n'étais pas là, j'ai compris quelque chose, dit-il. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre sans toi. Que cette maison, cette vie, tout cela n'a aucun sens si tu n'es pas là. Je t'aime, Nora, et je ne veux plus le cacher. » Nora se figea, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes. « Jessie, je sais, c'est trop tôt, continua-t-il. Je sais que ça fait peur, mais je ne peux plus me taire, pas après ce soir où j'ai cru t'avoir perdu. » Nora leva une main et toucha sa joue. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle. J'avais peur de l'admettre. Mais en rentrant dans le noir, je ne pensais qu'à toi, au fait que tu devais t'inquiéter, au fait que je voulais rentrer à la maison au plus vite. Et j'ai compris que la maison, pour moi, ce n'est plus un lieu, c'est toi. » Jessie se pencha et l'embrassa. C'était un baiser différent, pas prudent, pas timide, mais plein de désespoir, de soulagement et d'amour. Nora répondit avec la même force, se blottissant contre lui, et ils restèrent là, Kiagia, là au milieu de la route, sous les étoiles, oubliant tout le reste. Quand ils se séparèrent, Jessie lui prit la main. « Rentrons à la maison, dit-il, tu as froid. » Ils marchèrent vers la maison, main dans la main, et Jessie sentit le vide en lui se remplir de chaleur. Elle était revenue, elle l'aimait, et c'était suffisant pour croire que tout irait bien. Mais en s'approchant du porche, Jessie vit une silhouette près de la porte. Un homme d'âge moyen, avec un chapeau usé et un manteau poussiéreux. Le visage fatigué, les yeux lourds. « Jessie Cross ?» demanda l'homme. Jessie plaça instinctivement Nora derrière lui. « C'est moi, qui êtes-vous, qui êtes-vous ?»« Thomas Bradley, shérif du comté voisin. Je recherche une femme du nom de Nora Whitefield. On m'a dit en ville qu'elle travaillait pour vous. » Jessie sentit Nora serrer sa main. « Que lui voulez-vous » demanda-t-il froidement. Le shérif sortit un document plié de sa poche. Un homme du nom de Silas Carter la recherche. Il prétend que Mazel Whitefield lui doit une grosse somme d'argent et a disparu sans rembourser sa dette. Il a porté plainte et le juge a ordonné qu'elle soit amenée à la ville de Grayson pour être jugée. Nora sortit de derrière Jessie. « C'est un mensonge, » dit-elle fermement. « Silas était un créancier de ma famille. Après la mort de mon frère, il est venu me réclamer de l'argent que mon père aurait emprunté il y a 20 ans. Mais il n'avait aucun document, seulement sa parole. J'ai refusé de payer une dette que je ne pouvais pas vérifier.
Alors il m'a menacé de me forcer à payer par voie de justice. J'ai compris qu'il avait des relations, qu'il soudoierait le juge. Et je suis parti. Le shérif soupira. C'est peut-être vrai, mademoiselle. Mais j'ai un mandat du tribunal. Je dois vous emmener à Grayson. Là-bas, vous pourrez témoigner et vous défendre. Si vous avez raison, on vous laissera partir. Et si le juge est déjà acheté, demanda Jessie. Que se passera-t-il? Le shérif le regarda. Dans ce cas, ce sera son problème, monsieur Cross. Je ne fais que mon travail. Jessie fit un pas en avant. Elle n'ira nulle part. Le shérif posa la main sur la crosse de son revolver. Ne me forcez pas à utiliser la force. Je n'ai pas envie de vous arrêter aussi. Jessie? Nora posa une main sur son épaule. Ne fais pas ça, j'irai. Il se tourna brusquement vers elle. Non, je n'ai pas le choix, dit-elle doucement. Si je n'y vais pas, tu auras des ennuis. Je ne peux pas le permettre. Jessie la regarda, la douleur lisible dans ses yeux. Je viens à peine de te retrouver, murmura-t-il. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Nora prit son visage entre ses mains. Tu ne me perdras pas, dit-elle. Je reviendrai. Promis. Je viens avec toi, dit Jessie en se tournant vers le shérif. Le shérif secoua la tête. C'est une affaire privée. Je suis son employeur, l'interrompit Jessie. Et j'ai le droit d'assister à une procédure concernant mon employé. Ou préférez-vous que je dépose une plainte pour vice de procédure? Le shérif réfléchit, puis hocha la tête à contre-cœur. D'accord, vous pouvez venir. Nous partons demain à l'aube. Et il se retourna et se dirigea vers son cheval, attaché à la clôture. Je vous attendrai à l'hôtel de Whitehorn, ne soyez pas en retard, lança-t-il par-dessus son épaule. Jessie et Nora restèrent sur le porche, se tenant la main. Quand le shérif disparut dans l'obscurité, Nora se blottit contre Jessie. « Qu'allons-nous faire » murmura-t-elle. Jessie la serra dans ses bras. « Nous allons nous battre, dit-il. Ensemble. Je ne te laisserai pas à ce Silas. Nous trouverons un moyen de prouver qu'il ment. Nous engagerons un avocat. Nous trouverons des témoins. Nous ferons tout ce qu'il faudra. » Nora releva la tête et le regarda. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» Jessie se pencha et l'embrassa sur le front. « Parce que je t'aime, » dit-il simplement. « Et je n'imagine pas ma vie sans toi. » Ils entrèrent dans la maison, et Jessie ferma la porte. Une épreuve les attendait, dont l'issue était incertaine. Mais pour l'instant, cette nuit-là, ils étaient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. La nuit se passa dans une attente anxieuse. Nora, allongée sur le canapé et couverte d'une couverture, fixait le plafond. Le sommeil ne venait pas. Ses pensées oscillaient entre la peur du lendemain et la chaleur qu'elle ressentait encore dans sa poitrine après l'aveu de Jessie. Il l'aimait. Il l'avait dit à voix haute, sans crainte, sans se cacher derrière des sous-entendus. Et elle lui avait répondu de même. Mais maintenant, tout cela risquait de se terminer avant même d'avoir commencé. Silas Carter. Ce seul nom lui donnait des frissons. Il avait été un ami de son père des années auparavant, venait souvent chez eux, apportait des cadeaux, souriait. Nora se souvenait de lui quand elle était enfant. Un homme grand aux tempes grisonnantes et aux yeux froids, qui ne souriait jamais avec ses lèvres. Après la mort de son père, il était réapparu, avec des papiers qui prouvaient prétendument que son père lui devait $1000. Une somme énorme que Nora ne pourrait jamais rembourser de toute sa vie. Elle avait demandé à voir une reconnaissance de dette, une preuve quelconque. Mais Silas s'était contenté de sourire et de dire que c'était une affaire de parole d'honneur. Et la parole d'un mort ne pouvait être vérifiée. Il lui avait donné 1 mois pour réfléchir. Mais Nora savait ce qu'il voulait vraiment. Il venait trop souvent, la regardait trop longtemps, se tenait trop près. Quand il lui avait proposé de Sawa, elle avait compris qu'il fallait fuir. Et maintenant, il l'avait retrouvée. Nora entendit des pas feutrés et tourna la tête. Jessie se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant une lampe à pétrole. Son visage était sérieux, fatigué. « Tu ne dors pas, » dit-il doucement. « Je n'y arrive pas, » avoua Nora. Jessie s'approcha
et s'assit au bord du canapé. Il posa la lampe sur la table, et une douce lumière inonda la pièce. Il prit sa main dans la sienne, grande et chaude, et Nora sentit sa peur s'estomper. « Moi non plus, dit-il. Je ne cesse de penser à demain, à ce qu'il faut faire pour que tu ne retournes pas chez cet homme. Jessie, tu n'es pas obligé. Si je le suis, l'interrompit-il. Parce que si je le laisse t'emmener, je ne pourrai pas vivre avec ça. Je saurai que je n'ai pas fait tout mon possible, et cela me rongera de l'intérieur chaque jour. Nora serra sa main. Silas a de l'argent et des relations. Il peut acheter le juge, les témoins, n'importe qui. Nous ne gagnerons pas à la loyale. Jessie la regarda, les yeux pleins de détermination. Alors nous trouverons autre chose, dit-il. Mais d'abord il faut y aller et voir à quoi nous avons affaire. Peut-être que tout n'est pas aussi désespéré que tu le penses. Nora voulait le croire, mais elle connaissait trop bien Silas. Il n'était pas du genre à abandonner. S'il avait fait tout ce chemin pour la retrouver, il ne s'arrêterait pas avant d'avoir obtenu ce qu'il voulait. « Et si rien ne marche ?» murmura-t-elle. « Que ferons-nous, santé ?» Jessie se pencha plus près. Leurs visages agueltuts à quelques centimètres l'un de l'autre. « Alors nous partirons, dit-il, loin, là où il ne nous trouvera pas. Je vendrai la ferme, je prendrai tout l'argent, et nous commencerons une nouvelle vie. En Californie, en Oregon, n'importe où, mais je ne le laisserai pas t'emmener. » Nora sentit les larmes lui monter aux yeux. Il était prêt à tout abandonner pour elle. La maison que son père avait construite, la terre qu'il avait cultivée toute sa vie, le seul endroit qu'il connaissait. « Je ne peux pas te laisser faire ça, » murmura-t-elle. « Tu ne peux pas m'en empêcher, » répondit Jessie avec un léger sourire. « Parce que sans toi, cette ferme ne signifie rien pour moi. C'est juste un lieu. Toi, tu es ma maison. » Nora le serra contre elle et l'embrassa. Longuement, désespérément, mettant dans ce baiser tout l'amour, toute la gratitude, toute la peur qui l'empêchait de respirer. Jessie la serra dans ses bras, et ils restèrent ainsi, s'accrochant l'un à l'autre, jusqu'à ce que la lampe commence à faiblir. L'aube arriva trop vite. Nora s'habilla de sa plus belle robe, vert foncé, avec un col montant et de longues manches sobres et simples. Elle attacha ses cheveux en un chignon serré, mit son chapeau. Elle se regarda dans le petit miroir de sa chambre et vit un visage pâle et tendu. Elle prit quelques grandes inspirations pour se calmer. Jessie l'attendait dans la cuisine. Il portait une chemise propre, un gilet, des bottes cirées. Ses cheveux étaient peignés, son visage fraîchement rasé. Nora le voyait rarement ainsi. D'habitude, il portait des vêtements de travail, une barbe de quelques jours et de la poussière sur ses bottes. Maintenant, il ressemblait à un homme se rendant à une affaire importante. Et cela l'effrayait encore plus. Le petit déjeuner était sur la table. Des œufs, du pain, du café. Nora se força à manger un peu, bien que chaque bouchée lui restât en travers de la gorge. Jessie mangeait en silence, et elle voyait qu'il était aussi tendu qu'elle. Quand ils eurent fini, Jessie attela les chevaux au chariot. Nora prit un petit sac avec quelques affaires, au cas où, et ils partirent. La route jusqu'à Whitehorn se fit en silence. Le ciel était gris, nuageux, l'air humide. Il semblait qu'il allait encore pleuvoir. Nora regardait les prairies, les collines familières, la route qu'elle avait déjà parcourue plusieurs fois, et pensait qu'elle voyait peut-être tout cela pour la dernière fois. Près de l'hôtel de Whitehorn, le shérif Bradley les attendait déjà. Il était assis sur le porche, fumant sa pipe, et à côté de lui se trouvaient 2 chevaux sellés et un autre de rechange. « À l'heure, dit-il quand ils arrivèrent. « C'est bien. Grayson est à une journée de route. Si nous nous dépêchons, nous y serons ce soir. » Jessie aida Nora à monter à cheval. Elle n'était pas une excellente cavalière, mais elle se débrouillait. Le shérif partit le premier, et ils le suivirent. La route fut longue et fatigante. Ils traversèrent des prairies, passèrent devant de rares fermes, franchirent une rivière peu profonde, sur une route poussiéreuse qui semblait ne jamais finir. Le shérif ne parlait presque pas.
se contentant d'indiquer la direction ou de prévenir d'un nid de poules. Nora chevauchait à côté de Jessie, et sa présence la calmait. Il se retournait plusieurs fois pour vérifier si tout allait bien, et elle hochait la tête, bien que son dos lui fît déjà mal, et que ses jambes fussent engourdies. Vers midi, ils s'arrêtèrent près d'un petit ruisseau pour abreuver les chevaux et se reposer. Le shérif sortit de la viande séchée et du pain de son sac, et partagea avec eux. Ils mangèrent en silence, assis sur des pierres, au bord de l'Eau. « Que savez-vous de Silas Carter » demanda Jessie au shérif. Bradley haussa les épaules. « Pas grand-chose, il vit à Grayson depuis une vingtaine d'années, fait du commerce de bétail. On dit qu'il est riche, respecté en ville. Il connaît le juge, le maire, tous les gens importants. Mais les rumeurs sont diverses. Certains disent qu'il est dur, mais honnête. D'autres, qu'il ne rechigne pas aux sales affaires si c'est rentable. » Jessie jeta un coup d'œil à Nora, et elle vit l'inquiétude dans ses yeux. « Et le juge » demanda-t-il. « Comment est-il » ? Le juge Harrison ? Le shérif réfléchit. Vieux, expérimenté, en poste depuis de nombreuses années. On le dit juste, mais... Il hésita, mais il a ses faiblesses. Il aime le bon whisky, les bons cigares. Et si on sait comment s'y prendre, on peut s'arranger. Nora baissa la tête. Ses craintes n'étaient donc pas infondées. Silas s'était certainement déjà arrangé avec le juge. « Y a-t-il un moyen de faire appel de la décision du juge » demanda Jessie. « On peut faire appel devant la cour de district, répondit le shérif. Mais c'est long, cher, et pendant que l'affaire est examinée, la décision du premier tribunal reste en vigueur, c'est-à-dire que si le juge Harrison décide que Mademoiselle Whitefield doit rembourser la dette ou la travailler, elle devra s'y conformer. » Jessie serra les mâchoires. « C'est injuste. Peut-être, acquiesça le shérif. Mais c'est la loi. » Ils remontèrent à cheval et continuèrent leur route. Grayson les accueillit au coucher du soleil. La ville était plus grande que Whitehorn. Une large rue principale, des bâtiments de 2 étages, plusieurs saloons, une banque, des magasins, une église. Beaucoup de monde dans les rues, des chariots, des cavaliers, des femmes avec des enfants. Une ville bruyante et animée. Le shérif les conduisit au palais de justice, un bâtiment en pierre au centre de la ville, avec des colonnes à l'entrée et un drapeau sur le toit. À côté se trouvait la prison, un long bâtiment bas aux fenêtres grillagées. « Attendez ici, » dit le shérif. « Je vais informer le juge que j'ai amené Mademoiselle Whitefield. L'audience sera probablement fixée à demain matin. » Il entra tandis que Jessie et Nora restèrent au mort dehors, tenant leurs chevaux par la bride. « Tu as peur » demanda Jessie doucement. « Très peur » avoua Nora. Il prit sa main et la serra. « Je serai là, quoi qu'il arrive. » Nora hocha la tête, mais ne pouvait se défaire du sentiment que tout était déjà joué. Que demain, elle entrerait dans la salle d'audience et entendrait un verdict qui changerait sa vie pour toujours. Le shérif sortit du bâtiment et leur fit signe. L'audience est demain à 10 heures. Le juge Harrison a dit que Mademoiselle Whitefield devait se présenter en personne. D'ici là, vous êtes plus libre, mais ne quittez pas la ville. Mademoiselle Whitefield sera sous ma surveillance. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Jessie. « Cela signifie qu'elle doit rester à l'hôtel sous ma garde, » répondit le shérif. « Désolé, mais ce sont les règles. Je ne veux pas qu'elle s'enfuie avant le procès. » Jessie voulut protester, mais Nora l'arrêta. « Ce n'est pas grave, dit-elle, je resterai. » Le shérif les accompagna à l'hôtel, un bâtiment de 2 étages avec une enseigne au côte 109. La propriétaire, une femme corpulente d'âge moyen, attribua une chambre à Nora au 2e étage et une à Jessie au 1er. Le shérif resta assis dans le hall, lisant un journal. Nora monta dans sa chambre, ferma la porte et s'assit sur le lit. La chambre était petite mais propre. Un lit, une chaise, une commode, une cuvette. La fenêtre donnait sur la rue principale,
Et Nora regardait les gens qui vaquaient à leurs occupations, sans se douter que sa propre vie s'effondrait. On frappa à la porte. Nora ouvrit. Jessie se tenait sur le seuil. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Nora jeta un œil au couloir, puis hocha la tête. Jessie entra, et elle ferma la porte. Ils restèrent au milieu de la pièce, ne sachant que dire. Finalement, Jessie fit un pas en avant et la serra dans ses bras. Nora se blottit contre lui, sentant la tension se relâcher peu à peu. « J'ai engagé un avocat, » dit Jessie. « Pendant que tu montais, j'ai parlé à la propriétaire de l'hôtel. Elle m'a dit qu'il y avait un bon avocat en ville, M. Collins. Un homme honnête, pas corrompu. Je vais aller le voir maintenant, lui expliquer la situation, lui demander de nous aider. » Nora releva la tête. « Je n'ai pas d'argent pour le payer. »« J'en ai, » dit Jessie. « Je vendrai quelque chose? J'emprunterai, peu importe. L'important, c'est que tu aies quelqu'un pour te défendre au tribunal. » Nora sentit les larmes lui monter aux yeux. Il faisait tant pour elle, et elle ne pouvait rien lui donner en retour. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» murmura-t-elle. Jessie prit son visage entre ses mains. « Parce que je t'aime, » dit-il simplement, « et je t'aimerai quoi qu'il arrive. » Il l'embrassa, et Nora répondit, passant ses bras autour de son cou, se serrant plus fort contre lui. Ce baiser était à la fois désespéré et tendre, plein de la peur du lendemain et de l'espoir qu'il s'en sortirait. Quand ils se séparèrent, Jessie essuya les larmes de ses joues. « Repose-toi, dit-il. Tu auras besoin de force pour demain. Moi, je vais chercher l'avocat. » Il sortit et Nora resta seule. Elle s'allongea sur le lit sans se déshabiller et ferma les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, plus effrayantes les unes que les autres. Et si le juge avait déjà pris sa décision? Et si aucun avocat ne pouvait l'aider? Et si demain, elle voyait Silas et qu'il disait quelque chose qui ferait s'effondrer sa défense? Nora ouvrit les yeux et fixa le plafond. Elle ne se rendrait pas sans combattre. Jessie croyait en elle et elle ne pouvait pas le décevoir. Demain, elle entrerait dans la salle d'audience la tête haute et dirait la vérité. Et si le juge était honnête, il l'entendrait. Sinon, alors il trouverait un autre moyen. Le matin fut maussade. Nora se réveilla tôt, se lava, se prépara. Elle remit la même robe verte, attacha ses cheveux, ajusta son chapeau. Elle se regarda dans le miroir et vit de la détermination dans ses propres yeux. Elle descendit dans le hall. Jessie l'attendait déjà, vêtue d'un costume qui était manifestement neuf. Une veste sombre, une chemise blanche, une cravate. Nora ne l'avait jamais vu ainsi, et un instant, elle ne le reconnut pas. Il ressemblait à un gentleman, pas à un fermier. « Tu as l'air différent, » dit-elle. Jessie sourit. « Je l'ai acheté hier soir. Je me suis dit que si j'allais au tribunal, il fallait avoir l'air respectable. Peut-être que ça impressionnera le juge. » À côté de lui se tenait un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes et une mallette à la main, mince, les cheveux grisonnants et des yeux intelligents et attentifs. « Zal Whitefield ?» dit-il en lui tendant la main. « Je m'appelle Edward Collins, je serai votre avocat. Monsieur Cross m'a tout raconté. L'affaire est complexe, mais pas désespérée. Nous exigerons des preuves de la dette. Si Silas Carter ne peut présenter ni reconnaissance de dette, ni témoin confirmant le prêt, le tribunal devra rejeter la plainte. » Nora lui serra la main. « Merci d'avoir accepté de m'aider. »« De rien, » répondit Collins. « Je n'aime pas que les riches utilisent la justice pour intimider les faibles. Si Carter essaie vraiment de vous tromper, je ferai tout pour le prouver. » Le shérif Bradley se leva de derrière le comptoir et leur fit un signe de tête. « Il est temps d'y aller, » dit-il. Ils sortirent de l'hôtel et se dirigèrent vers le palais de justice. Les rues étaient pantébondées. La nouvelle de l'audience s'était probablement répandue, et les habitants de Grayson voulaient assister au procès. Nora marchait entre Jessie et l'avocat, sentant sur elle des dizaines de regards curieux. En entrant dans le bâtiment, Nora le vit.
Silas Carter se tenait près d'une fenêtre, parlant à un homme et en costume chair. Il était tel qu'elle s'en souvenait, grand, robuste, les tempes grises et les yeux froids. En voyant Nora, il sourit lentement, triomphalement. Nora sentit son sang se glacer. Jessie fit un pas en avant, la protégeant du regard de Silas. « Ne le regarde pas, murmura-t-il. Tu es plus forte que ça. » Nora hocha la tête et se redressa. Elle ne le laisserait pas voir sa peur. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et un huissier annonça « Levez-vous, le juge Harrison entre !» Ils entrèrent dans la salle et prirent leur place. Jessie s'assit sur un banc du public, Nora à côté de l'avocat Collins à la table de la défense. Silas et son avocat s'assirent en face. Le juge Harrison entra, un homme âgé à la barbe grise et au visage fatigué. Il s'assit, frappa de son marteau et déclara « L'audience dans l'affaire Carter contre Whitefield est ouverte. » Nora serra les poings. Tout ne faisait que commencer. Et elle ne savait pas encore comment cette journée se terminerait. Mais Jessie était là. Et cela lui donnait la force de ne pas abandonner. La salle d'audience était comble. Nora entendait des chuchotements derrière elle, sentait des dizaines de regards posés sur elle, mais elle ne se retournait pas. Elle regardait droit devant, vers le juge Harrison qui feuilletait des papiers sur son bureau. L'avocat Collins était assis à côté d'elle, calme et maître de lui, sa mallette sur les genoux. Il lui lança plusieurs regards encourageants. De l'autre côté de la salle, Silas était assis avec son avocat, un jeune homme en costume coûteux, aux cheveux lissés et au sourire suffisant. Le juge Harrison leva la tête et regarda par-dessus ses lunettes. « Monsieur Carter, vous avez déposé une plainte contre Mlle Nora Whitefield affirmant qu'elle vous doit 1 000 $. Veuillez exposer votre demande. » L'avocat de Silas se leva et s'éclaircit la gorge. « Votre honneur, mon client, Monsieur Silas Carter, a prêté il y a 20 ans la somme de 1 000 $ au père de la défenderesse, Thomas Whitefield. C'était une dette d'honneur sans reconnaissance écrite, basée sur l'amitié et la confiance mutuelle. Thomas Whitefield avait promis de rembourser l'argent dans 5 ans, mais ne l'a pas fait. Après sa mort, la dette est revenue à sa fille, Nora Whitefield, unique héritière. Nous demandons que la défenderesse rembourse la dette ou la travaille conformément aux lois du territoire. » Le juge hocha la tête et se tourna vers Collins. « La défense a vous la parole. » Collins se leva, ajusta ses lunettes et parla d'une voix calme mais ferme. « Votre honneur, Mlle Whitefield, nie l'existence de cette dette. Le plaignant n'a fourni aucune preuve, ni reconnaissance de dette, ni témoin, ni document confirmant le prêt. De plus, ma cliente affirme que M. Carter utilise le tribunal à des fins personnelles, tentant de la contraindre à des actes sans rapport avec le remboursement d'une dette. » Un murmure parcourut la salle. Le juge frappa de son marteau. Silence. « Monsieur Carter, avez-vous des preuves de cette dette ?» Silas se leva. Sa voix était basse, assurée, avec une pointe d'indignation vertueuse. « Votre honneur, Thomas Whitefield était mon ami. Quand il m'a demandé de l'aide, je n'ai pas exigé de reçu. C'était une question d'honneur. Je lui faisais confiance, et il savait qu'il devait me rembourser. Malheureusement, il est mort avant de pouvoir tenir sa promesse. Mais une dette reste, une dette, même si la personne n'est plus de ce monde. Y a-t-il des témoins qui peuvent confirmer vos dires ? Demanda le juge. L'avocat de Silas hocha la tête. Oui, votre honneur. Nous appelons comme témoin M. Walter Green. Un homme âgé aux moustaches grises et au veston usé se leva des derniers rangs. Il s'avança, posa la main sur la Bible et jura de dire la vérité. « Monsieur Green, commença l'avocat de Silas, connaissiez-vous Thomas Whitefield ? » « Oui, » répondit Green d'une voix rauque. « Nous travaillions ensemble à la scierie il y a des années. » « Et étiez-vous présent lors de la conversation entre Thomas Whitefield et Silas Carter concernant le prêt ?» Green hocha la tête. « Oui, c'était au saloon il y a une vingtaine d'années. Thomas a dit qu'il avait besoin d'argent pour acheter des terres. Silas a accepté de lui donner 1 000 $. Thomas y a promis de rembourser dans 5 ans. Nora sentit son cœur sombrer.
Un témoin. Silas avait un témoin. Collins se leva. Puis-je interroger le témoin, votre honneur? Le juge acquiesça. Collins s'approcha de Green et le regarda dans les yeux. Monsieur Green, vous dites avoir assisté à cette conversation il y a 20 ans. C'est une date très précise. Comment vous en souvenez-vous si bien? Green hésita. Eh bien, c'était un événement important. Une grosse somme, je vois. Et vous travaillez avec Monsieur Whitefield à la scierie. En quelle année était-ce? En 85, je crois. Et la conversation sur le prêt, c'était en quelle année? En 86. Collins sortit un papier de sa mallette. Votre honneur, j'ai ici un document prouvant que Thomas Whitefield a acheté ces terres en 1884, 2 ans avant que, selon le témoin, il ait prétendument demandé de l'argent à M. Carter pour cet achat. Comment est-ce possible? Green pâlit. La salle s'agita. Collins continua. De plus, Monsieur Green, n'est-il pas vrai que M. Carter vous a payé $50 pour que vous fassiez ce témoignage? Non, ce n'est pas vrai. Votre honneur, j'ai un témoin qui a vu M. Carter remettre de l'argent à M. Green hier soir au saloon. Le juge fronça les sourcils. Qui est ce témoin? Collins se tourna vers la salle. Chef ici. Shérif Bradley, pouvez-vous le confirmer? Le shérif se leva. Je le peux, votre honneur. J'ai vu Carter donner de l'argent à cet homme hier. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Mais quand M. Collins m'en a parlé ce matin, je m'en suis souvenu. Le juge frappa de son marteau. Monsieur Carter, avez-vous tenté de soudoyer un témoin? Silas bondit, le visage rouge. Votre honneur, c'est un malentendu. J'aidais simplement une vieille connaissance dans le besoin. Une aide bien opportune, remarqua sèchement le juge. Monsieur Green, retirez-vous votre témoignage? Green garda le silence, la tête baissée. Répondez, gronda le juge. Oui, votre honneur, je le retire. La salle explosa en chuchotements. Le juge martelait la table, exigeant le silence. Collins se tourna vers Nora et lui dit à voix basse. C'est le moment. Dis la vérité. Nora se leva, ses jambes tremblantes, mais elle se força à parler d'une voix forte et claire. Votre honneur, Monsieur Carter n'a jamais prêté d'argent à mon père. Après la mort de mon père, il est venu me dire que celui-ci lui devait $1000. Quand j'ai demandé des preuves, il a dit que c'était une question d'honneur et qu'il n'y avait pas de reçu. Ensuite, il m'a proposé une autre façon de régler la dette. Il voulait que je devienne sa femme. J'ai refusé et il m'a alors menacé de me traîner en justice. J'ai eu peur et je suis parti. Le juge regarda Silas. Est-ce vrai? Silas serra les mâchoires. Votre honneur, je lui ai effectivement proposé de m'épouser. Mais pas en paiement de la dette, par respect pour la mémoire de son père. Je voulais prendre soin d'elle. En prenant soin d'elle, vous l'avez poursuivie en justice? Demanda le juge avec sarcasme. Silas ne répondit pas. Collins se leva. Votre honneur, j'ai un autre témoin. Un homme qui a connu Thomas Whitefield et Silas Carter il y a de nombreuses années. Je demande à appeler M. James Holloway. Un homme grand d'une 60aine d'années, à la barbe grise et aux yeux bienveillants, se leva. Nora le reconnut. C'était un vieil ami de son père qui vivait dans le comté voisin. Elle ne l'avait pas vu depuis des années. Holloway jura de dire la vérité et s'assit. « Monsieur Holloway, commença Collins, connaissiez-vous Thomas Whitefield? » « Oui. » « Nous avons été amis pendant 30 ans. » « Et Silas Carter. » « Lui aussi. Il est arrivé dans notre ville il y a environ 25 ans. Il faisait du commerce, voyageait beaucoup. Thomas Whitefield a-t-il déjà mentionné avoir emprunté de l'argent à Carter? Holloway secoua la tête. Jamais. De plus, Thomas était un homme fier. Il n'empruntait jamais de grosses sommes. S'il n'avait pas d'argent, il travaillait jusqu'à réunir la somme nécessaire.
Je me souviens de l'achat de ces terres. Qu'elle a économisé pendant 10 ans, mettant de côté chaque centime. Quand enfin eu assez, il était heureux comme un enfant. Il m'a montré son titre de propriété en disant que c'était sa plus grande réussite. L'avoir acheté avec son propre argent, honnêtement, gagné. Nora sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se souvenait de ce jour. Elle se souvenait de son père rentrant avec les papiers, la soulevant dans ses bras et lui disant « Maintenant, nous avons une maison, ma fille. Une vraie maison. » Collins continua. « Vous affirmez donc que Thomas Whitefield n'a pas emprunté à Carter ?»« Je l'affirme, » dit Holloway fermement. « Et de plus, je sais que Carter a tenté d'acheter les terres de Thomas il y a des années. Il a offert un bon prix, mais Thomas a refusé. Cette terre, c'était tout pour lui. Après la mort de Thomas, Carter a essayé de l'acheter à son fils, qui a également refusé. Et quand le fils est mis au roi, le fils est mort à son tour. Carter a apparemment décidé d'atteindre la dernière héritière par un autre moyen. Le juge lança un regard glacial à Silas. « Monsieur Carter, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Silas se leva. Son visage était rouge, ses yeux brillaient de colère. « Votre honneur, tout cela n'est que mensonge. Ces gens ont comploté contre moi. Whitefield me devait de l'argent et j'ai le droit d'exiger le remboursement. »« Sans preuve ?» demanda le juge. « Avec un témoin soudoyé et avec le mobile évident de vouloir vous emparer de terres que vous convoitiez depuis des années. Monsieur Carter, vous insultez ce tribunal par vos mensonges. » Il frappa de son marteau. La plainte est rejetée pour manque de preuves et tentative de fraude. Zell Whitefield ne doit rien à M. Carter. De plus, je transmets le dossier au procureur pour enquête sur les faits de faux témoignages et de subornation de témoins. Monsieur Carter, vous pourriez faire l'objet de poursuites pénales. La séance est élevée. Le coup de marteau retentit comme un coup de feu. La salle explosa en applaudissements. Nora n'en revenait pas. Était-ce vrai? Avait-elle gagné? Collins se tourna vers elle avec un sourire. « Félicitations, Mademoiselle Whitefield. Vous êtes libre. » Nora n'eut pas le temps de répondre. Des bras l'enlacèrent par derrière. C'était Jessie. Il la serra fort contre lui, sans se soucier des gens autour. « Tu as réussi, murmura-t-il. J'étais si fier de toi. » Nora se tourna vers lui, et les larmes jaillirent enfin. Mais c'était des larmes de soulagement, de joie, de bonheur. Jessie les essuya de ses paumes et l'embrassa sur le front. Silas se tenait près de sa table, les poings serrés. Il lança à Nora un regard si haineux qu'elle recula involontairement. Mais Jessie s'interposa. « Va-t'en, dit-il froidement, et ne t'approche plus jamais d'elle. » Silas voulut dire quelque chose, mais le shérif Bradley s'approcha de lui. « Monsieur Carter, j'ai quelques questions à vous poser au sujet de votre témoin. Veuillez me suivre. » On emmena Silas, et Nora sentit un poids énorme quitter ses épaules. Ils sortirent du palais de justice en fin de journée. Le soleil se couchait, colorant le ciel d'orange et de rose. L'air était frais, avec une odeur de pluie tombée au loin. Collins serra la main de Nora et de Jessie. « Bonne chance à vous, dit-il. J'espère que nous n'aurons plus à nous revoir au tribunal. »« Merci, dit Nora. Merci pour tout. » Ils montèrent à cheval et quittèrent Grayson. La route du retour semblait plus courte, plus lumineuse. Nora chevauchait à côté de Jessie, et ils ne parlaient presque pas. Mais leur silence était paisible, rempli de contentement. À la nuit tombée, ils s'arrêtèrent pour la nuit près d'un petit ruisseau. Jessie alluma un feu, sortit la nourriture qu'ils avaient prise à l'hôtel. Ils mangèrent assis près du feu, écoutant le crépitement des branches et le murmure de l'eau. « Et maintenant ?» demanda Nora en regardant les flammes. Jessie la regarda. « Que veux-tu dire? Qu'est-ce que je travaille toujours pour toi? Ou… » Elle se tut, ne sachant comment continuer. Jessie posa sa nourriture, se rapprocha et lui prit la main.
Nora, je ne veux pas que tu travailles pour moi, dit-il. Je veux que tu vives avec moi, pas comme ma cuisinière, mais comme ma femme. Nora se figea. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Tu me demandes en mariage? Jessie hocha la tête. Je sais, c'est trop tôt. Nous ne nous connaissons que depuis 1 mois. Mais je t'aime. Et je ne veux plus prétendre que notre relation est purement professionnelle. Je veux que tu sois à mes côtés, non pas parce que je te paye, mais parce que tu veux être avec moi. Nora le regardait, et une douce chaleur envahissait sa poitrine. « J'ai toujours voulu être avec toi, » murmura-t-elle. « Depuis ce soir d'orage, quand tu es resté avec moi. J'ai compris alors que j'avais trouvé ce que je cherchais toute ma vie. Pas seulement une maison, mais une personne avec qui n'importe quel endroit devient un foyer. » Jessie la serra contre lui et l'embrassa, longuement, tendrement, sous le crépitement du feu et les étoiles. Quand ils se séparèrent, Nora sourit. « Oui, dit-elle, je veux bien t'épouser. » Jessie la serra si fort qu'elle se mit à rire. « Doucement, tu vas m'étouffer. » Il la relâcha mais garda sa main. « Pardonne-moi. C'est juste que je suis si heureux que j'ai eu du mal à y croire. »« Moi aussi, » dit Nora. Ils restèrent assis près du feu tard dans la nuit, parlant de l'avenir. De la façon dont ils vivraient à la ferme, agrandiraient le potager, achèteraient peut-être plus de vaches. Du fait qu'un jour ils auraient des enfants qui couraient dans la cour et joueraient avec les poules. Du fait que chaque jour ils se réveilleraient et s'endormiraient ensemble, et que ce serait le miracle le plus ordinaire et le plus merveilleux du monde. Ils retournèrent à la ferme le lendemain soir. La maison les accueillit avec le grincement familier du plancher, l'odeur de bois et de poussière, le silence des prairies derrière la fenêtre. Jessie aida Nora à descendre de cheval, et ils entrèrent. Nora s'arrêta au milieu du salon et regarda autour d'elle. La table, la cheminée, la cuisine, la fenêtre à travers laquelle on voyait les collines. Tout était exactement comme elle l'avait laissé 3 jours plus tôt. Mais maintenant, tout était différent. Parce que maintenant, c'était sa maison. Une vraie maison. Jessie l'enlaça par derrière, posant ses lèvres sur ses cheveux. « Bienvenue à la maison, murmura-t-il. Nora se tourna vers lui, passant ses bras autour de son cou. « Je suis déjà à la maison, dit-elle, parce que tu es là. » Ils restèrent ainsi s'étreignant, tandis que le soleil se couchait. Puis Nora alla dans la cuisine, allumer le poêle, mettre de l'eau à chauffer, préparer le dîner. Non pas parce que c'était son travail, mais parce qu'elle le voulait. Parce que c'était sa maison, son homme, sa vie. Jessie était assis à table et la regardait. Et il y avait une telle tendresse dans ses yeux qu'elle en avait le souffle coupé. « Tu sais, dit-il, quand j'ai passé cette annonce, je voulais juste trouver une cuisinière, pour avoir de la nourriture mangeable et une maison propre. Je ne pensais pas trouver l'amour. » Nora se tourna vers lui, s'essuyant les mains sur son tablier. « Et moi, je ne pensais pas trouver une maison, dit-elle. Je pensais que j'errerais toute ma vie, travaillant pour des étrangers, me sentant seule. Mais ensuite, je suis venu chez toi. Et tout a changé. » Jessie se leva, s'approcha d'elle et prit son visage entre ses mains. « Je te promets, dit-il, que je ferai tout pour que tu ne te sentes plus jamais seule. Pour que chaque jour tu te réveilles en sachant que tu es chez toi, que tu es aimée, que tu es désirée. » Nora se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. « Je le sais, » murmura-t-elle. « Je le sais, depuis ce soir, où j'ai compris que le vide n'était pas dans la maison, mais en moi, quand tu n'étais pas là. » Jessie la serra dans ses bras, et ils restèrent dans la cuisine, enlacés, tandis que le zoo dans la marmite commençait à bouillir et que la nuit tombait dehors. 1 mois plus tard, ils se marièrent. La cérémonie fut simple dans la petite église de Whitehorn, avec quelques voisins comme témoins. Nora portait une nouvelle robe, de couleur crème, avec un col en dentelle, que Jessie lui avait acheté en ville. Il portait son costume, celui du procès, mais avec une nouvelle cravate. Quand le prêtre les déclara mari et femme,
Jessie l'embrassa si longtemps que les gens dans l'église se mirent à rire et à applaudir. Ils retournèrent à la ferme le soir. Jessie porta Nora pour franchir le seuil, bien qu'elle rit en disant que c'était stupide. Mais il voulait le faire, et elle ne résista pas. Quand il la posa, Nora regarda le salon et vit que tout avait changé. De nouveaux rideaux étaient aux fenêtres, clairs, avec un motif floral. Sur la cheminée, des bougies dans des chandeliers. Sur la table, un vase de fleurs des champs. « C'est toi qui as fait tout ça ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. Jessie sourit timidement. « Je voulais que la maison ait l'air plus chaleureuse. Pour toi. » Nora le serra dans ses bras, pressant son visage contre sa poitrine. « Elle l'est déjà, » murmura-t-elle. « Parce que tu y es. » Ils restèrent ainsi, en silence, écoutant le vent souffler dans les prairies, le plancher grincer sous leurs pieds, leur cœur battre à l'unisson. Et Nora pensa qu'elle avait parcouru un long chemin pour arriver ici. Elle avait perdu sa famille, sa maison, avait erré pendant des années, cherchant un endroit où elle pourrait rester. Et elle l'avait trouvé là où elle s'y attendait le moins. Pas dans une grande ville, pas dans une maison riche. Mais ici, au milieu de nulle part, dans la petite maison d'un fermier, qui l'avait engagée comme cuisinière et aimée comme une femme. Elle y était entrée dans sa maison non comme une fiancée, mais comme une cuisinière. Elle y était restée par amour. Et c'était tout ce dont elle avait besoin. Quelques années passèrent. Nora se tenait sur le porche, tenant dans ses bras une petite fille aux cheveux sombres et aux yeux gris. La fillette pointait un doigt potelé vers la route, où l'on apercevait la silhouette d'un cavalier. « Papa !» cria-t-elle joyeusement. Jessie s'approchait à cheval, tirant un chariot de planches. Il avait construit une nouvelle grange cet été et agrandissait maintenant l'enclos du bétail. La ferme s'était développée. Ils avaient plus de vaches, plus de poules, plus de terre. Mais le plus important, c'est qu'ils avaient une famille. Jessie mit pied à terre, s'approcha du porche et embrassa d'abord sa fille, puis Nora. « Comment s'est passée la journée ?» demanda-t-il. « Bien, » répondit Nora. Ella a appris un nouveau mot. « Montre ça, papa, Ella. » La fillette regarda Jessie et dit solennellement « Maison !» Jessie se mit à rire, prit sa fille dans ses bras et la fit tournoyer. « Ma petite intelligente, c'est ça, c'est la maison, notre maison. » Il posa la fillette sur le porche, et elle courut jouer avec un chaton qui dormait sur les marches. Jessie passa un bras autour de la taille de Nora, et l'embrassa sur la tempe. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il doucement. Nora le regarda, puis sa fille, puis les prairies qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, baignées par la lumière dorée du couchant. La maison derrière elle, où un feu brûlait dans la cheminée et où flottait une odeur de tarte fraîche. Son mari qui se tenait à côté d'elle, fort, fiable, aimant. « Heureuse !» dit-elle, « plus que je n'aurais jamais cru possible. » Jessie la serra plus fort. « Moi aussi, » murmura-t-il, « chaque jour, je remercie le destin que tu aies répondu à cette annonce. Que tu sois venu, que tu sois resté. » Nora sourit. « Je ne serai partie nulle part, » dit-elle, « parce qu'ici, c'est ma maison, et ce le sera toujours. » Ils restèrent sur le porche, enlacés, tandis que le soleil se couchait à l'horizon, colorant le ciel de teintes pourpres et dorées. À l'intérieur de la maison, le feu brûlait, le dîner se préparait, et leur fille riait en jouant avec le chaton. Et tout était comme il se devait, simple, calme, vrai. Parce que parfois, l'amour n'arrive pas avec le tonnerre et les éclairs, ni avec des déclarations grandiloquentes et des gestes dramatiques. Parfois, il arrive doucement, à travers un dîner partagé, un regard échangé, une main tendue dans l'obscurité. Parfois, il commence par une annonce dans un journal, recherche cuisinière, et se termine par les mots « Je suis à la maison ». Et cela suffit pour que la vie ait un sens.